Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Roxy, Fred, Katsu, comment ça va en ce lundi? Voilà, je suis pas plus inspirée, je vous avoue. Voilà, c'est lundi, mais j'avais pas envie aujourd'hui. Voilà, il y a des jours comme ça, il y a des débuts de semaine comme ça. Voilà, c'est pas grave. Mais on se retrouve ce soir, alors ça c'est cool. Donc là, on part sur une série de 3 lives sur le thème de la transmission et des traumatismes. Voilà, un sujet bien gai encore. Non, mais en vrai, ça va être cool. C'est pas triste. Enfin, c'est neutre, on va dire. Voilà, je vais arrêter de m'enfoncer encore plus. Donc voilà, on a une vingtaine de questions ce soir. Et je crois que c'est un peu ça tout au long. Des lives à venir. Voilà, donc il n'y aura pas de sondage à la fin de ce live. Hein. Voilà, il y en aura un dans 2 semaines. Voilà. Bon, on va commencer tranquillement. Tac, tac, tac. Je vous laisse vous remettre en place. Tac, tac, tac. Ok. Micro écouteur. Non. Non, non. Ok, est-ce que tout le monde est là? J'en ai vu un petit peu plus que tout à l'heure. On va lancer. Est-ce que je suis bien en place? Oui. Allez, et ben let's go, hein. Non, pas encore. Quoi donc? Pas encore. Le son est différent. Je sais pas quoi te dire. Alors, aujourd'hui, les traumatismes peuvent laisser quoi? Ok, on a un petit peu de tout. Le reste des réponses est pas si faux non plus, je suis d'accord. Pourquoi pas, mais bien joué à l'unique qui est tombé comme il faut. Donc aujourd'hui, la science, elle montre que les traumatismes ne sont pas seulement psychologiques. Ils peuvent laisser aussi des marqueurs biologiques qui sont mesurables, qui vont être transmis d'une génération à l'autre. Et coucou Théo, comment ça va? Alors, il y a une psychiatre et neuroscientifique qui s'appelle Rachel Yehuda. Donc, elle est professeure à la faculté de médecine à New York. Vous savez, là, je suis en train de m'éviter des noms un peu compliqués à prononcer. Et c'est l'une des grandes pionnières dans l'étude du stress post-traumatique. Donc, le TSPT, on en a déjà parlé longuement il y a longtemps. On en reparle aujourd'hui. Vous le savez, il y a des sujets qui vont et qui reviennent encore et toujours. Les enfants de survivants atteints de TSPT, donc troubles de stress post-traumatique, ils présentaient, comme leurs parents, une mémoire identique, un sommeil profond, un cortisol similaire ou une anxiété absente. Nico, je veux bien te croire, mais malheureusement, je ne peux rien y faire. Voilà. Je ne sais pas quel est le problème, je n'ai touché à strictement rien, donc je ne vais rien faire. Ok. Ok, ça pourrait pour la mémoire identique, mais non. Tac, tac, tac. Ok. Donc, ils ont étudié en fait les survivants de l'Holocauste et leurs enfants. Et elle a mis en évidence un phénomène qui est assez troublant, qui est que les enfants de survivants atteints de troubles de stress post-traumatique, ils présentaient dès la naissance des taux de cortisol similaires à ceux de leurs parents. Ce qui est assez étrange, je trouve, et intéressant. On passe à 2 prochaines questions. Le cortisol est l'hormone du sommeil, l'hormone du plaisir, l'hormone du désir ou l'hormone du stress. Si on suit un petit peu de quoi on est en train de parler, la question est pas trop difficile. Ok, on est pas mal. On a une petite remontée et on poursuit. Le rôle normal du cortisol est d'accélérer le rythme, effacer les souvenirs, bloquer les émotions ou retrouver un équilibre. Ok.
Ok, intéressant. On a 3 bonnes réponses d'affilée, une sacrée remontée, bravo. Merde, bon ben, allez, on poursuit. Donc dans le TSPT chronique, les taux de cortisol peuvent être anormalement bas, strictement stables, totalement absents ou constamment élevés. Je suis pas trop dedans. Ah ben, écoute. Que te dire? Que te dire? Ok. Ok. Donc, explication ou pas. Donc, on a vu, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça va aider normalement notre organisme à retrouver un état d'équilibre après un événement traumatique. Et contrairement à l'idée reçue selon laquelle le stress il serait associé à un cortisol élevé, les recherches de Yehuda elles montrent que dans les cas de stress post-traumatique chronique, les taux de cortisol ils peuvent être anormalement bas. Voilà, bizarre, on va découvrir pourquoi. Du coup, les descendants de personnes atteintes de PTSD sont plus stressés. C'est héréditaire dans le sens qu'on elles sont élevées par contre. Très intéressante. On va garder la question pour la fin parce que je pense que la suite va répondre un peu à la question. Mais je réponds après. Je réponds après parce que j'ai pas envie de spoiler, mais super pertinente comme question. On voit après. Alors, pourquoi les taux hormonaux se dérèglent-ils? L'organisme il reste en alerte, le corps il dort moins, le cœur il ralentit ou le cerveau oublie tout. Ouais, je suis en train de lire un petit peu parce que entre les 3 lives, je sais plus trop de quoi on parle, mais ouais, ça va un peu répondre. Mais on reprendra si c'est pas assez clair. Ok, le corps... Alors, le corps dort moins, oui, c'est possible aussi, mais effectivement, c'est parce que l'organisme, il va rester il va être en permanence en alerte. Donc, on a vu les taux de cortisol, ils peuvent être anormalement bas. Pourquoi? Parce que cette production hormonale, elle semble être perturbée à long terme, comme si l'organisme, il restait bloqué dans un état d'alerte. C'est un peu l'état de stress post-traumatique. Hein, voilà. On a l'impression qu'à tout moment, ce qui nous a traumatisé va ressurgir à nouveau. Donc, les personnes qui souffrent de TSPT, elles peuvent ressentir une angoisse persistante, tout ça on l'a vu déjà, des cauchemars, des insomnies, des pensées intrusives, la sensation d'être constamment à cran, un engourdissement émotionnel, etc., etc., etc. Et ces travaux-là, ils ont profondément transformé notre compréhension du traumatisme. Le trauma, c'est pas seulement un souvenir douloureux, il peut s'inscrire dans le corps et parfois traverser les générations. Donc la transmission, c'est pas une fatalité, mais c'est une vulnérabilité qui est possible. Voilà. On commence un petit peu à répondre à la question, légèrement. Alors, on porterait déjà l'histoire de 3 générations. Donc là, on va partir un petit peu du côté transgénérationnel, un petit peu. Voilà, on va aller dans les recoins un petit peu plus obscurs, on va dire. Donc, notre histoire familiale, elle commence bien avant notre naissance. Et elle débute même avant notre conception. Lorsque votre grand-mère était enceinte de votre mère, attention, là on part dans du les ovocytes qui étaient contenus dans les ovaires de la grand-mère, ça existait. Ouh là là, attendez, je suis en train de m'embrouiller. Je reprends. Les ovocytes qui étaient contenus dans les ovaires de celle-ci, ils existaient déjà. Ok? Donc, la grand-mère enceinte de la mère, les ovocytes dans les ovaires étaient déjà présents. Ok? Autrement dit, au moment où la mère était encore un fœtus, la cellule qui allait un jour nous donner naissance, elle était déjà présente. Donc on voit la grand-mère qui est enceinte de la mère qui va... Vous voyez un peu le cheminement, c'est un peu complexe, mais faites un schéma, c'est plus clair. Donc ça signifie qu'à un instant donné, notre grand-mère, notre mère et les toutes premières traces biologiques de nous-mêmes, elles partageaient le même environnement cellulaire. Ok? Il y a 3 générations dans un seul corps. Voilà. Du côté paternel, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est lundi, je suis pas bien. Ça va être un lundi compliqué. Du côté paternel, on va retrouver un phénomène qui est similaire. Les cellules à l'origine des spermatozoïdes, ils existaient déjà chez le père lorsqu'il était lui-même fœtus. C'est la même fonction.
Mais il va exister une différence biologique qui est assez majeure. Donc là, on passe sur 3 questions et on fait le blabla après. Donc les ovules, ils ont une particularité. Ils sont créés à l'enfance, formés avant la naissance, produits chaque mois ou renouvelés sans arrêt. Ok. Bon, il y en a qui suivent à peu près, c'est bien. J'ai pas perdu tout le monde, c'est bon. Deuxième question. Le sperme est produit une fois par mois, en continu dès la puberté, avant la naissance ou seulement à l'âge adulte. Bon là, on est sur des questions basiques. Hein. Les hommes là qui répondent, j'espère que vous allez faire un sans faute. Je vais arrêter de parler, je pense. C'est mieux. Ok. Ok. Et dernière question. On a des belles remontées, c'est bien. Les cellules reproductrices peuvent porter l'empreinte du vécu, une identité sociale, une mémoire consciente ou des pensées précises. Et coucou maquillage, comment vas-tu ? Ok. On a des résultats assez serrés. Et coucou Ziglo. Tu t'es mis à l'espagnol du coup? Oui, ça va, merci maquillage. La santé, ça va? On est dans quel état aujourd'hui? Donc, au niveau des différences biologiques, les ovules ils vont être formés avant la naissance et ils ne se renouvellent pas. Le sperme, lui, il est produit en continu à partir de la puberté. Donc ça signifie que les cellules reproductrices, elles peuvent porter l'empreinte d'événements vécus, donc tout ce qui va être stress, traumatisme, environnement, alimentation. Et donc le sperme qui est en constante mutation au fil de la vie, il peut être influencé presque jusqu'au moment de la conception. Donc ça va impliquer des implications justement qui sont assez vertigineuses. Ce que vivent les générations précédentes ne disparaît pas toujours avec elles. Bon ça, on l'a déjà vu aussi par rapport aux transmissions justement avec le transgénérationnel, tout ça. Et donc il y a certaines traces qui peuvent s'inscrire dans la biologie elle-même. On n'est pas seulement les héritiers d'une histoire psychique, on est aussi les héritiers d'un environnement cellulaire. On est vraiment au milieu des cellules, de la conception, etc. Et comprendre ça, ça nous montre que tout n'est pas déterminé en soi, mais on est tissé de liens qui sont plutôt invisibles et qui sont surtout bien plus anciens que nous. Putain d'abbé, qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que c'est des Espagnols? C'est ça? Bon alors là, on va passer... Alors, je regarde juste par rapport au sujet, parce que pour répondre à la question... Non, je pense que je peux commencer à répondre, parce que là, on va passer sur un autre sujet. Ça, elle est plus... Bon, on va se satisfaire de ça, leur maquillage. C'est déjà ça. C'est pas le top du top, mais ça va, c'est déjà à peu près. Du coup, je reprends la question. Alors, si on se base sur ces études-là, du coup, par rapport aux descendants des personnes atteintes de PTSD, je dirais que ça serait héréditaire, oui, dans le sens où, vu qu'on transmet une partie de nous quand on fait des enfants, cette partie-là du PTSD, tu le transmets aussi. Mais à côté de ça, quand tu es stressé de base, on le sait et on va peut-être... on va le voir juste après, en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te réponds, mais oui, on le voit juste après. On le sait, quand on est parent, quand on a un bébé, les bébés, ils captent tout. Donc si tu es stressé, ton bébé, il va le sentir et il va être tendu, il va être stressé, il va être comme si... Et puis, au fur et à mesure que tu vas te développer, si tu sens que tu as un parent stressé, tu vas penser que, on va dire, le monde est dangereux, que qu'il faut être stressé, enfin qu'il faut être en tout cas préparé à un possible danger à venir. Donc pour moi, les deux sont liés. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est quoi? Vraiment, si je suis pas... C'est rien, c'est un miracle.
Ah ben d'accord, mais en même temps, tu vois, j'ai posé des questions, je comprenais pas bien. Pas encore, bonjour, t'es là, tu me réponds pas, donc je ne savais pas bien. Mais écoute, si tu arrives à remonter. Ah, PTSD, c'est stress, syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Tu sais ce que c'est ou pas? Pas de miracle, je suis dernier. Écoute, tout est possible, on sait pas, il nous reste quelques questions. Je sais plus combien, mais il nous en reste un peu. Donc on passe au sujet du stress prénatal. Donc le stress pendant la grossesse, il peut influencer le groupe sanguin, pardon, le développement de l'enfant, la couleur des yeux ou le sexe de l'enfant. Bon, j'ai un petit peu répondu. Si vous m'écoutez, vous avez la réponse, du coup. Tout simplement. C'est bien, c'est bien. Vous me faites plaisir. Vous me faites très 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 plaisir. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui vont montrer que le stress vécu pendant la grossesse, il peut avoir un impact sur le développement de l'enfant et même dès le premier trimestre. Donc là, je parlais, c'est vrai, tout à l'heure, au moment de, une fois qu'on a accouché, voilà, mais c'est vraiment lié aussi avant. Voilà, mais c'est assez connu aussi, je pense. S'il y en a qui ne savaient pas, vous pouvez le dire, mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu le syndrome Julien Lepers parfois, je suis navrée. Il y a une étude qui a été publiée en 2010 qui a examiné le lien entre le stress prénatal et le développement neuronal. Et les chercheurs, ils ont mesuré le cortisol. Donc on l'a vu, l'hormone régulatrice du stress. Donc ils l'ont mesuré dans le liquide amniotique de 125 femmes enceintes pour évaluer le niveau de stress. Donc le résultat c'est quoi? C'est que les bébés exposés à des taux élevés de cortisol in utero, donc dans le ventre encore, hein, parfois seulement 17 semaines après la conception, donc c'est pas beaucoup, hein, je vous laisse faire le calcul, hein, vous le savez, maths et moi, bon. Ces enfants-là, ils présentaient davantage de difficultés de développement cognitif à l'âge de 17 mois. Donc on voit déjà une certaine influence du stress du coup sur les bébés. Je pense que je suis concernée. C'est possible. C'est possible. Si tu as envie d'en parler, maquillage, dis-nous, n'hésite pas, on peut essayer de réfléchir à ça ensemble. Voilà. Le stress post-traumatique, c'est quand tu vas vivre un traumatisme, un choc, quelque chose qui va vraiment te marquer et que malheureusement, ça va te laisser dans cet état-là de PTSD qui va être, tu vas revivre ce traumatisme alors qu'il n'est plus là, qu'il n'existe plus, tu vas vivre des cauchemars, des insomnies, ça va revenir sous forme de souvenirs très réels, enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Si jamais on a déjà fait un live sur le sujet, je t'invite à regarder sur YouTube les replays, si ça t'intéresse, comme ça pourra peut-être t'aider. J'avais l'image et pas le son sur le téléphone, je trouvais pas la télécommande pour regarder. Oula! Ah oui, c'est un début chaotique. Les derniers seront les premiers. Julie la Perse. Oh super. Julie Berce. Quoi? Pas de stress pendant la... Ah! Bon, ok. On poursuit. Les bébés exposés à un fort taux de cortisol in utero présentaient une croissance accélérée, une meilleure mémoire, plus de difficultés cognitives ou moins d'émotions visibles. Attendez, je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas la question d'avant? Enfin, est-ce que ça allait pas avec le truc d'avant? Est-ce que j'ai chié dans la colle encore? Si? Bah oui. Voilà, ça allait avec la question d'avant. Et du coup, je sais pas si je vous mets la question d'après, parce que je sais pas si j'ai compté une question de trop ou pas. C'est chaotique aujourd'hui. Chaotique. C'est génial, je conseille une expérience unique, pas du tout. Oh, le biscuit, ah, ça arrive souvent. Faites du vélo, ça fait baisser le stress. Oui, le sport, ça fait baisser le stress. C'est dégueulasse, faut pas chialer, surtout dans la... Oui, bon. Alors, écoutez, on tente la prochaine question. Et si je me suis embrouillée, tant pis, vous aurez beaucoup de blabla. Hein? On va faire ça, hein? Ah, c'est un bon scolaire, la porte de travail. Ah, c'est possible. Ça, c'est des... Effectivement, c'est des sacrés traumatismes. Bon, après, tu me disais que tu consultais maquillage. J'espère que, du coup, tu peux parler de tout ça avec ton thérapeute et que tu peux avancer sur ces sujets qui sont pas faciles du tout. Oh. Quand une violence traverse une famille, on parle parfois de quoi?
Je suis complètement arrachée, hein. Je vous le dis, moi. Non, je me suis mal... j'ai mal découpé mon bordel. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah bah voilà. D'imitation consciente. C'est marrant, ça. Transmission directe. Ok, bon allez, gros blabla à venir, du coup. Je pense que c'est très compliqué. Ah! Alors je comprends, hein, je comprends totalement. Maquillage, c'est des sujets, ça, qui sont toujours difficiles à aborder. Après, comme je le dis souvent, les sujets qui sont compliqués à parler, c'est souvent ceux sur lesquels il faut travailler. Donc ça peut être intéressant qu'on t'y amène petit à petit et tranquillement, à ton rythme, à essayer de poser des mots dessus. Je suis sûre que ça peut être très bénéfique pour toi. Alors, revenons au début. Il y a 2 questions en arrière. Donc le cortisol, il va traverser la barrière placentaire. Autrement dit, l'environnement émotionnel maternel, il va pouvoir influencer l'environnement biologique du fœtus. Donc on a un psychiatre, Thomas Verny, le nom n'est pas compliqué cette fois-ci, qui va expliquer. Si une femme enceinte éprouve un stress aigu ou chronique, son corps va fabriquer des hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, qui vont passer dans le sang et qui vont se transmettre par l'utérus, ce qui va provoquer du coup un état de stress chez l'enfant à naître. Super, soyez stressés les gens, vraiment, super. Selon ces travaux, le stress intense et constant pourra être associé à de la prématurité, un faible poids à la naissance, de l'irritabilité, des coliques et dans des cas extrêmes, des manifestations physiques liées à une tension intra-utérine importante. Ça ne signifie pas qu'un stress ponctuel va mettre en danger le bébé. Hein. Le corps, il est résilient, il ne faut pas du tout s'inquiéter pour ça. Mais ces recherches rappellent une chose qui est assez essentielle, c'est que la grossesse, c'est aussi un dialogue biologique permanent entre la mère et l'enfant. Voilà. Moi, je suis en train de dire tout ça et je me dis, oh là là, on est mal barré, hein, je vous le dis. Moi. Voilà. Je connais une super psychanalyste. Moi aussi, c'est fou, hein. Oh, le monde est petit. C'est peut-être la même, j'espère. J'espère que c'est la même. J'espère. Il y a du mauvais stress et du bon stress. Du bon stress. Alors, je t'écoute. Tu peux développer. Ça va être intéressant. Alors, du coup, on est passé à la question qu'on vient de faire, donc la violence dans la famille. Alors, on a un autre psychiatre dont je ne prononcerai absolument pas le nom. Je vous le note ici si vous voulez. Voilà, ça c'est le nom du psychiatre. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui n'est pas dit se transmet. Ça, on l'a vu aussi hein, quand on a fait les lives sur le transgénérationnel. Voilà, c'est pas parce qu'on dit pas quelque chose que ça ne va pas se transmettre aux générations suivantes. Les secrets, les non-dits, tout ça, on a déjà vu. Donc, même lorsque les familles semblent sorties indemnes d'une violence, quelque chose peut circuler. Et donc, un autre psychiatre dont je ne prononcerai pas le nom, je ne vais pas tous vous les mettre, il va parler donc d'une contagion dans l'inconscient collectif. Et donc, sur le plan scientifique, les travaux de Rachel Yehuda dont on parlait au début de live, ils vont venir éclairer ce phénomène. Alors, Diglo va dire Lacan et se faire ban. Oui, je vous laisse gérer. Hein. J'ai une formation au travail sur le stress. À ce qu'il paraît. Alors, le stress, est-ce que c'est pas le truc avec... Non, pas du tout. J'étais en train... Parce que justement, j'avais eu un truc au taf aussi qui parlait... Enfin, c'était par rapport justement à la souffrance au travail, mais je confonds totalement. Ce qui m'est venu à l'esprit là, c'était... on en avait parlé il y a très longtemps parce que la souffrance au travail, ça faisait partie des premiers lives, et je pensais à ce nuage de stress en fait qui est imagé quand on est plusieurs personnes dans une même pièce et que du coup il y a de la contagion. Mais pas du tout. Alors du coup, le stress, qu'est-ce que c'est? Et je sais même pas si je le prononce correctement. Quel rapport avec le psychiatre? Parce que tu as dit que tu connaissais une psychanalyste très bien, mais du coup on se demandait qui c'est que tu allais citer. Je peux pas... Ah, tu dis ça comme ça, d'accord. Bon, on va voir ce que Théo nous en dit, alors. Il a l'air d'avoir quelque chose. Ok. Je me rappelle plus. Ah! Attendez, on va checker. Mais c'est bien ça, une formation tous les ans. Je trouve ça très très bien. Détresse versus stress.
le stress vous donne de l'énergie et vous motive à apporter des changements. Il vous donne une vision positive et aide à surmonter les obstacles et la maladie. Ouais, ok. Ok, je vois. Ok. Ok. Donc en fait, ok, je comprends. On aurait détresse versus eustress. La détresse, c'est le stress négatif, c'est ce qui va nous influencer plutôt négativement, parce que quand on est en détresse, on n'est pas très bien et on n'est pas en mode en capacité de bien raisonner, on va dire. Tandis que le stress, c'est celui qui va nous donner l'énergie, justement au travail ou alors. Je vais peut-être donner des mauvais exemples parce que ça peut être, c'est très subjectif, mais c'est vrai que le bon stress, il peut nous amener à nous dépasser et voilà, à tout donner. C'est dans ce sens que c'est le bon stress parce que lui, voilà, il nous donne l'énergie, il nous motive à apporter des changements et il nous donne une vision positive et aide à surmonter les obstacles et la maladie. Bon voilà, on apprend de nouvelles choses ce soir. Non mais je croyais que Picasso avait fait une faute tellement il en fait. Mais non, mais Lacan, c'est un psychanalyste. Il y a la bonne et la mauvaise souffrance au travail. Alors ça non, ça non, ça non. Il n'y a que de la mauvaise souffrance au travail. Hein. Attention, ma blague est tombée à l'eau du coup. Tu faisais une blague. Ça y est, on se disperse, on n'avance pas là. Ah ben bravo. Je pense que c'est pour ça que je déteste être avec les gens, surtout quand je connais personne et que les personnes rigolent en même temps. Que c'est ce qui se passe. Ok, alors ça c'est très intéressant, effectivement. Et je comprends tout à fait. Mais tu vois, en fait, ton cerveau, ce qui s'est passé, c'est que comment dire? Attends, je cherche mes mots pour qu'ils soient bons. En fait, tu as créé des schémas qui est, quand je suis dehors, les gens qui rient se moquent de moi. Et ça, tu l'as créé parce que malheureusement, tu as connu du harcèlement. Hein. Donc c'est normal que du coup, aujourd'hui, tu aies intégré ça. Ton cerveau, il se dit ça. Voilà, je suis dehors, il y a un groupe de personnes, ils rigolent, ils se moquent de moi. Alors que dans la réalité, ces gens-là, très certainement, ils ne te calculent pas, ils ne t'ont même pas vu, mais toi, tu vas imaginer tout ça. Et ça se comprend, parce que tu as été traumatisé, parce que tu as vécu auparavant dans le milieu scolaire. Et ça, justement, ton thérapeute, il va pouvoir t'aider à petit remplacer cette pensée parasite qui n'est plus censée exister. Parce que elle existait auparavant, dans le passé, parce que malheureusement tu as vécu tout ça. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est caduque, ça n'existe plus. Et ça, il faut le faire comprendre à ton cerveau. Ça se reprogramme, hein, c'est comme les ordinateurs. C'est jamais ta faute. Voilà, c'est toujours la faute du Becherel qui essaye de me contredire. D'accord, on va trouver ces mots, je dis ça, j'ai rien. Tu peux le mute? Ça serait bien. Alors on fait attention avec les roulades quand même. Hein. Voilà, tout dépend si on arrive à bien les faire ou pas. Mais c'est vrai, ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Après, malheureusement, quand on est adulte, on peut garder en nous justement toutes ces choses-là qui pourraient paraître totalement insignifiantes pour d'autres aujourd'hui. Mais pour soi, moi par exemple, tu me verras jamais faire une roulade dans un centre, dans un supermarché. Mais jamais, c'est pas possible. Rien que j'imagine, je suis en tétanie, quoi. Mais voilà, oui, à ne pas refaire chez soi ou avec des professionnels, quoi. Un peu un effet de halo, par exemple, si on sort sans avoir le temps de bien se coiffer, on va avoir l'impression que tout le monde va voir que ça leur fait. Exactement. Très intéressant, ça aussi. C'est comme, voilà, Alors ça, je sais pas si on en a déjà parlé ou si on va en parler bientôt. Je sais plus. Mais c'est cet exemple où tu as un bouton sur le nez ou n'importe où, tu as un bouton sur le visage. Toi, tu ne vas voir que ça. Alors qu'en fait, les gens, pas du tout. Et pourquoi ils vont pas le voir? Déjà parce qu'ils s'en foutent. Alors attention, il y a des gens, ils s'en foutent pas du tout, ils te le feront bien remarquer. Mais ça, c'est un autre type de personne, on en parlera plus tard. Mais en fait, pourquoi les gens s'en fichent? Parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans leur esprit avec soit leur propre bouton qu'ils ont je ne sais où, ou leurs propres problèmes. Et en fait, ça va être vachement à relativiser. C'est-à-dire que, voilà, t'es pas coiffé, t'as un bouton, t'es mal fringué. Les gens, ils s'en foutent parce qu'ils ont leurs propres problèmes, en fait. Quand Peyo et Katou sont là, ils se moquent de moi. Donc tu dois te moquer de moi par répercussion, on en est là. On se moque de moi parce que je note Julie est pas fan d'acrosport, surtout au supermarché. Ah non, non, mais vraiment pas. Pas du tout, c'était chiant. Bon, après, il faut dire que durant toute ma scolarité, j'ai été... j'ai pas les mots ce soir. Dispensée de sport.
Donc je faisais pas de sport au collège et lycée. Voilà, voilà. Mais j'en fais aujourd'hui. Voilà, tout n'est pas perdu. Oui, mais ça c'est autre chose, Katsu. Ça c'est autre chose. Et puis en plus en ce moment, mais je vais changer de coiffeur. Enfin, je vais retourner à mon ancien coiffeur. Enfin, je te raconterai. Parce que tu sais, enfin bon, je te raconterai. Mais du coup, voilà, parce que là, je lui dis, je veux un truc qui change, qui pète et tout, qui claque. Ça change pas, ça claque pas, ça pète pas. C'est bon. Moi, tout me plaisait sauf la gym. Ouais, moi non. Mais ça, pareil, mais c'est parce que moi, j'aime pas les trucs de groupe et tout, ça me. Fou. Et puis, tu vois, moi aussi, un peu comme maquillage, j'avais l'impression qu'on allait se foutre de ma gueule. Donc, enfin bon, bref, on n'avance pas. Allez, on continue. Une question. Les enfants de parents souffrant de TSPT ont, on y revient, plus de risques de TSPT, davantage d'autonomie, moins de stress émotionnel ou une mémoire plus stable. On a déjà un peu répondu à la question auparavant, donc si vous suivez, logiquement, vous avez la réponse. Je vous mets toujours une petite question comme ça. Non mais c'est bien, on discute, il y a des discussions intéressantes ce soir, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, on a perdu quelqu'un en route. Hein. Vous allez la stresser. Oui, déjà qu'il n'en faut pas beaucoup, pauvre de moi. Donc, les enfants nés de parents souffrant de troubles de stress post-traumatique ont 3 à 4 fois plus de risques d'être eux-mêmes diagnostiqués avec ces troubles. Ils présentent aussi davantage de risques de dépression, d'angoisse ou d'addiction lorsqu'un parent a souffert de TSPT. Mais la transmission, elle serait pas identique selon le parent concerné. Donc, on va voir là. Moi, je suis désolée, pas dans le genre, en fait. Ah mais oui, mais voilà, mais ça fait partie de la personnalité aussi. T'as des gens, ils vont se régaler de critiquer tout le monde alors que voilà, ça n'a aucun intérêt. Et d'autres qui, comme toi justement, ne vont pas le faire parce que ils savent ce que c'est d'avoir tel ou tel souci et ils vont pas se permettre de critiquer. Mais ça c'est tout un sujet aussi, hein, effectivement. On passe à 2 questions. Quand le père souffre d'un TSPT, les enfants semblent davantage sensibles à l'euphorie, enclins à dissocier, touchés par l'amnésie ou portés sur l'agressivité. Ça marche avec d'autres troubles psy, ça pourrait expliquer des trucs chez moi. Alors, possiblement, du style. Quel style de trouble? Ok. Ok. On fait la deuxième question. Quand la mère souffre d'un TSPT, les enfants présentent plus souvent des difficultés émotionnelles, des retards physiques, des troubles moteurs ou des troubles auditifs. Ok, bon ça va. Tac, je me suis perdue. Ok. Donc, lorsque c'est le père qui est touché par un TSPT, les enfants, ils vont sembler plus enclins à ressentir une dissociation. Donc la dissociation, dans ce cas-là, ça va être le sentiment d'être coupé de ses souvenirs. Ils vont avoir aussi une vulnérabilité accrue à la dépression ou au stress chronique. Et lorsque c'est la mère qui est concernée, mais les enfants ils vont présenter plus souvent des difficultés à se réguler émotionnellement, à se calmer. Voilà. Ok, vas-y, alors recommence. Fais là ta blague. La bipolarité, la dépression et des troubles alliés à des troubles anxieux. Alors la bipolarité, ça peut être totalement héréditaire. J'ai pas mes mots, hein, c'est chaud. Hein. Après, je me suis réveillée à l'heure du réveil. Et moi, quand je me réveille à l'heure du réveil, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu... je suis pas la confiture cuite. Donc bipolarité, oui, dépression aussi, et troubles anxieux, c'est un peu le sujet de ce soir, donc je pense que tu as ta réponse. Après, on pourra en parler plus profondément si tu veux. Je connais une bonne psychanalyste, si jamais. Voilà, Voilà. 2 prochaines questions. Les mères survivantes de l'Holocauste craignaient surtout. Alors, on part sur l'Holocauste maintenant. Le rejet de la famille, la perte matérielle, l'échec scolaire ou la séparation avec l'enfant. Mis à part tout le reste qu'il y avait à craindre, évidemment. Hein. Ok, très bien. Et on fait une deuxième question. Ouh, on a des remontées. Très bien, très bien. Les enfants de survivantes de l'Holocauste décrivaient parfois un attachement excessif, une absence d'émotion, une distance affective ou une autonomie précoce.
Quand je pars en rando et qu'il fait froid, parfois je suis bipolaire. Voilà. Moi aussi, m'en parle pas de la même si celle que tu penses est tout aussi bien. Je sais pas. Tac, une absence d'émotion, une distance affective. Ok. Ok, sacrée remontée. Donc ouais, on revient sur Yehuda qu'on parle depuis le début. Donc elle a aussi observé donc que les mères survivantes de l'Holocauste craignaient intensément la séparation avec leurs enfants. Logique. Et que ces derniers décrivaient parfois un attachement vécu comme excessif. Forcément, tu crains d'être séparé de ton enfant, donc tu vas t'attacher encore plus. Donc il va y avoir ce phénomène peut-être un petit peu de fusion qui fait que voilà, la mère est rassurée, mais l'enfant est étouffé. Et bon, ça on l'a vu quand on a parlé des théories sur l'attachement. Hein, quand c'est trop excessif, ou même avec la dépendance, tout simplement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Du tout. On finit avec les 2 dernières questions. Selon Yehuda, les modifications épigénétiques paternelles se transmettraient via le langage, le placenta, le sperme ou l'éducation. Si vous avez suivi, c'est pas trop compliqué. Je fais trop la belle, hein. Décollez-vous de vos mamans, très important. C'est bien, on a 3 personnes qui suivent, je suis très fière de vous. Les 3 premiers, normal. Allez, dernière question. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises pour le podium du coup, mais on ne sait jamais. Et donc selon Yehuda, les modifications épigénétiques maternelles pourraient survenir après la séparation familiale, pendant le vieillissement de la mère, avant ou pendant la grossesse ou après l'adolescence de l'enfant. Ces 2 questions, c'est presque une conclusion de tout ce qu'on a vu. Enfin, c'est une conclusion, mais ça résume un petit peu tout. Je pense qu'il y a un truc ici dans mon bureau. Je comprends pas. Je me récupère depuis tout à l'heure des odeurs alors qu'il n'y a pas d'aération là où je me récupère des odeurs. C'est bizarre. Bref. Ok. Oh, on a perdu du monde sur la fin. Hein. On les a tous perdus. Donc, je vous fais le blabla et on regarde le podium. Sur le plan biologique, donc Yehuda, elle a évoqué des modifications épigénétiques qui sont liées au stress. Donc, celles transmises par le père, ça pourrait se produire avant la conception via le sperme, et celles transmises par la mère, elles pourraient survenir avant ou pendant la grossesse. Il y a un fait qui est assez troublant, c'est que l'âge auquel le traumatisme est vécu semblerait influencer ce qui est transmis. Par exemple, il y a certains enfants de survivants qui n'ont pas hérité du même enzyme qui va réguler le cortisol, selon que leur mère était enfant ou adulte au moment du traumatisme. Ça veut dire que si elle était enfant ou adulte au moment du trauma, ils n'héritaient pas du même enzyme qui régule donc ce cortisol. Donc soit du coup il aurait eu trop haut, trop bas, enfin voilà, ça dépend. Donc la transmission, c'est pas quelque chose qui est magique ou mystique, hein. Elle est surtout psychique, relationnelle et parfois, on l'a vu, biologique. C'est super la transmission. Voilà, prenez soin de vous, hein, surtout. Alors, on a en 3e position un poisson. Un merle noir enjoué, suivi d'un barracuda. Et enfin, suivi d'un axolote et d'un opossum, j'imagine, très certainement. Bon, bien joué à vous. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça a mené à des bonnes discussions. C'est très chouette. J'aime les lives comme ça. Donc du coup, là, les 2 prochains lundis, on est toujours sur ce même sujet. Donc on va parler d'enchevêtrement familial, de mémoire inconsciente, de comment s'exprime le traumatisme, des relations avec les parents, que des bonnes choses. Voilou. Et on aura à peu près le même nombre de questions, hein, je crois. Bon voilà, lundi prochain, on repart sur ça. Et du sperme de votre papa un peu... Oh putain. En plus, j'ai encore vécu avec mes grands-parents. Bah oui, tu nous en avais parlé à l'époque. Je me souviens que c'était assez tendu avec eux. Hein. Donc, j'imagine que ça doit pas être évident, effectivement, un maquillage. Le guide est en train de faire passer des odeurs de bouffe. Non, mais il fait à manger après en même temps. Hein, c'est normal. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai des odeurs aujourd'hui. Je me récolte tout. Je pense que la finesse, pas ma spécialité.
Il endort avec un gaz pour jouer à Dark Souls. Ah, c'est peut-être ça. Mais que je puisse manger avant si possible. Hein. Ah ouais, hardcore plutôt. Bah, avec plaisir, merci beaucoup. Bonne soirée. À très vite. Bon, ben les amis, on est pas mal. On est pas mal pour ce soir. Hein. C'était assez costaud, on va dire. On se revoit demain, je crois. Je sais plus. Je crois. Hein. Ouais, on se retrouve demain. Ah oui, parce que j'ai ma consulte qui est plutôt qui est tard demain. Donc ouais, mercredi je me suis mis en off. Comme ça je peux respirer un peu aussi. Ouais, donc demain on va ranger des livres. C'est trop bien. Voilà, voilà. Bonne soirée Roxy Fred. Oui, demain pour des livres. Oui, ben voilà. J'ai hâte. Hein. Ça va être chouette. Avec ma nouvelle manette. Hein, que ça fonctionne plutôt mieux. D'après moi. Voilà. Bon ben les amis, merci pour votre participation. Bah demain. Et sinon à lundi prochain pour la suite des traumatismes. C'est bizarre dit comme ça. Bon, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée et je vous dis à demain vers 16h30. Voilà, à peu près, par là, comme d'hab. Ciao, ciao.